Né à New York en 1964 d'un père américain et d'une mère française, Fowles passe son enfance dans la région parisienne, mais retourne aux États-Unis pour terminer ses études, d'abord à la Phillips Academy, puis à l'université Yale. Diplômé en droit et en sciences politiques, il s'investit ensuite dans l'humanitaire, travaille quelques années sur le terrain pour Action contre la faim et Médecins sans frontières, notamment au Salvador, en Arménie et au Kurdistan. L'écrivain à succès. Nathan Fowles revient à New York en 1993 et publie son premier roman, Lorelei Strange, parcours initiatique d'une adolescente internée dans un hôpital psychiatrique. Le succès n'est pas immédiat, mais en quelques mois, le bouche à oreille, notamment chez les jeunes lecteurs, porte le roman en tête des ventes. 2 ans plus tard, avec son deuxième ouvrage, Une petite ville américaine, vaste roman choral de près de 1000 pages, Fowles rafle le prix Pulitzer et s'impose comme l'une des voix les plus originales des lettres américaines. Fin 1997, l'écrivain surprend une première fois le monde de la littérature. Désormais installé à Paris, il publie son nouveau texte directement en français. Les Foudroyés est une déchirante histoire d'amour, mais aussi une réflexion sur le deuil, la vie intérieure et le pouvoir de l'écriture. C'est à cette occasion que le public français le découvre vraiment, notamment lors de sa participation à une édition spéciale de Bouillon de culture, avec Salman Rushdie, Umberto Eco et Mario Vargas Llosa. On le reverra dans cette émission pour ce qui se révélera être son avant-dernière intervention médiatique, en novembre 1998. 7 mois plus tard, âgé d'à peine 35 ans, Fowles annonce en effet dans un entretien décapant avec l'AFP sa décision irrévocable d'arrêter d'écrire. Le reclus de l'île Beaumont. Depuis cette date, l'écrivain s'est tenu à cette position. Installé dans sa maison de l'île Beaumont, Fowles n'a jamais plus publié le moindre texte, ni accordé d'interview à un journaliste. Il a aussi refusé toutes les demandes d'adaptation de ses romans au cinéma ou à la télévision. Netflix et Amazon s'y sont encore récemment cassés les dents, malgré, dit-on, des offres financières très conséquentes. Depuis bientôt 20 ans, le silence assourdissant du reclus de Beaumont n'a cessé d'alimenter les fantasmes. Pourquoi Nathan Fowles, à seulement 35 ans, alors au sommet de son succès, a-t-il choisi de se mettre volontairement en retrait du monde? Il n'y a pas de mystère, Nathan Fowles, assure Jasper Van Wyck, son agent depuis toujours. Il n'y a pas de secret à percer, Nathan est simplement passé à autre chose. Il a définitivement tourné la page de l'écriture et du monde éditorial. Interrogé sur la vie quotidienne de l'écrivain, Van Wyck reste dans le flou. Autant que je sache, Nathan va qu'à ses occupations privées. Pour vivre heureux, vivons cachés. Pour couper court à toute attente des lecteurs, l'agent précise que l'auteur n'a plus écrit une ligne depuis 20 ans et se montre catégorique. Si Lorelei Strange a souvent été comparé à l'attrape-cœur, Fowles n'est pas Salinger. Il n'y a pas dans sa maison de coffre-fort rempli de manuscrits. Il n'y aura plus jamais de nouveau roman signé Nathan Fowles, même après sa mort, c'est une certitude. Une mise en garde qui n'a jamais découragé les plus curieux de chercher à en savoir plus. Au fil des années, de nombreux lecteurs et plusieurs journalistes ont fait le périple jusqu'à l'île Beaumont pour aller rôder autour de la maison de Fowles. Ils ont toujours trouvé porte close. Une méfiance qui semble avoir gagné les habitants de l'île. Pas très étonnant dans un endroit qui, avant même la venue de l'écrivain, avait érigé en devise la maxime « Pour vivre heureux, vivons cachés ». La municipalité ne communique pas sur l'identité de ses résidents, illustres ou non, se contente de préciser le secrétariat du maire. Rares sont les insulaires qui consentent à s'exprimer sur l'écrivain. Ceux qui acceptent de nous répondre banalisent la présence sur leur terre de l'auteur de Lorelei Strange. Nathan Fowles ne vit pas terré chez lui, ni recroquevillé sur lui-même, assure Yvonne Sicard, l'épouse du seul médecin de l'île.
On le croise souvent au volant de sa mini-moque lorsqu'il vient faire ses courses au Heads Corner, l'unique supérette de la ville. Il fréquente aussi le pub de Lille, notamment lors des retransmissions des matchs de l'Olympique de Marseille, précise le patron de l'établissement. L'un des habitués du pub note que Nathan n'est pas le sauvage que décrivent parfois les journalistes, c'est plutôt un gars agréable qui connaît bien le foot et qui aime le whisky japonais. Un seul sujet de conversation peut le mettre en rogne. Si vous essayez de le brancher sur ses livres ou sur la littérature, il finira par quitter la salle. Un vide dans la littérature. Du côté de ses confrères écrivains, on trouve de nombreux inconditionnels de Fowles. Tom Boyd, par exemple, lui vaut une admiration sans borne. Je lui dois certaines de mes plus belles émotions de lecture, et il fait indéniablement partie des écrivains envers lesquels j'ai une dette, affirme ainsi l'auteur de la trilogie des anges. Même son de cloche de la part de Thomas de Gallet, lequel considère que Fowles a bâti en 3 livres très différents une œuvre originale qui fera date. Bien sûr, comme tout le monde, je regrette qu'il se soit retiré de la scène littéraire, déclare le romancier français. Sa voix manque à notre époque. J'aimerais que Nathan revienne dans l'arène en écrivant un nouveau roman, mais je pense que ça n'arrivera jamais. C'est probable en effet, mais n'oublions pas que Fowles a choisi pour exergue de son dernier roman cette phrase du roi Lear. Ce sont les étoiles tout là-haut, qui gouvernent notre existence. Jean-Michel Dubois. Première partie. L'écrivain qui n'écrivait plus. Édition Calman-Lévy, 21 rue du Montparnasse, Paris 6e. Numéro d'identification 379 529. Monsieur Raphaël Bataille, 75 avenue Aristide Briand, 92 120 Montrouge. Paris, le 28 mai 2018. Monsieur, nous avons bien reçu votre manuscrit « La timidité des cimes » et nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre maison d'édition. Votre manuscrit a été examiné avec attention par notre comité de lecture. Malheureusement, il ne correspond pas au type d'ouvrage que nous recherchons actuellement. Nous vous souhaitons de trouver au plus vite un éditeur pour ce texte. Bien cordialement, le secrétariat littéraire. PS, votre manuscrit reste à votre disposition dans nos locaux pendant 1 mois. Au cas où vous voudriez le recevoir en retour par la poste, merci de nous faire parvenir une enveloppe timbrée. Chapitre 1. La première qualité d'un écrivain. La première qualité d'un écrivain, c'est d'avoir de bonnes fesses. Dany Laferrière. Mardi 11 septembre 2018. 1. Le vent faisait claquer les voiles dans un ciel éclatant. Le dériveur avait quitté les côtes varoises un peu après 13 heures et filait à présent à la vitesse de 5 nœuds en direction de l'île Beaumont. Près du poste de bar, assis à côté du skipper, je m'enivrais des promesses de l'air du large, m'abîmant tout entier dans la contemplation de la limaille dorée qui scintillait sur la Méditerranée. Le matin même, j'avais abandonné mon studio de la région parisienne pour attraper le TGV de 6 heures qui ralliait Avignon. Dans la cité des Papes, j'avais pris un bus jusqu'à Hyères, puis un taxi jusqu'au petit port de Saint-Julien-les-Roses, seul embarcadère proposant des traversées en ferry à destination de l'île Beaumont. À cause d'un énième retard de la SNCF, j'avais loupé de 5 minutes l'unique navette de la mi-journée. Alors que j'errais sur le quai en traînant ma valise, le capitaine d'un voilier néerlandais qui s'apprêtait à partir chercher ses clients sur l'île m'avait gentiment offert de faire le trajet avec lui. Je venais d'avoir 24 ans et j'étais à un moment compliqué de mon existence. 2 ans plus tôt, j'étais sorti diplômé d'une école de commerce parisienne, mais je n'avais pas cherché d'emploi correspondant à ma formation. Je n'avais fait ces études que pour rassurer mes parents, et je ne voulais pas d'une vie scandée par la gestion, le marketing ou la finance. Ces 2 dernières années, j'avais jonglé avec des petits boulots pour payer mon loyer,
Mais j'avais consacré toute mon énergie créative à l'écriture d'un roman, La timidité des cimes, qui venait d'être rejeté par une dizaine de maisons d'édition. J'avais punaisé toutes les lettres de refus sur le panneau au-dessus de mon bureau. Chaque fois que j'avais enfoncé une épingle dans la surface de liège, j'avais eu l'impression de me l'enfoncer dans le cœur, tant mon accablement était à la mesure de ma passion pour l'écriture. Heureusement, cette déprime ne durait jamais très longtemps. Jusqu'à présent, j'étais toujours parvenu à me persuader que ces échecs étaient l'antichambre de la réussite. Pour y croire, je m'accrochais à des exemples illustres. Stephen King répétait souvent que 30 maisons d'édition avaient refusé Carrie. La moitié des éditeurs londoniens avaient trouvé le premier tome de Harry Potter beaucoup trop long pour des enfants. Avant d'être le roman de science-fiction le plus vendu au monde, Dune, de Frank Herbert, avait essuyé une vingtaine de rejets. Quant à Francis Scott Fitzgerald, il avait, paraît-il, tapissé les murs de son bureau avec les 122 lettres de refus envoyées par les magazines à qui il avait proposé ses nouvelles. 2. Mais cette méthode Coué commençait à connaître ses limites. Malgré toute ma volonté, j'avais du mal à me remettre à écrire. Ce n'était pas le syndrome de la page blanche ou le manque d'idées qui me paralysait. C'était l'impression pernicieuse de ne plus progresser dans mon écriture. L'impression de ne plus très bien savoir où aller. J'aurais eu besoin d'un œil neuf sur mon travail, une présence à la fois bienveillante et sans concession. En début d'année, je m'étais inscrit à un cours de creative writing organisé par une prestigieuse maison d'édition. J'avais fondé beaucoup d'espoir sur cet atelier d'écriture, mais j'avais vite déchanté. L'écrivain qui l'animait, Bernard Dufy, un romancier qui avait eu son heure de gloire dans les années 1990, se présentait comme un orfèvre du style, c'étaient ses propres mots. « Tout votre travail doit porter sur la langue et non sur l'histoire », répétait-il à longueur de temps. Le récit n'est là que pour servir la langue. Un livre ne peut pas avoir d'autre but que la recherche de la forme, du rythme, de l'harmonie. C'est là que réside la seule originalité possible, car depuis Shakespeare, toutes les histoires ont déjà été écrites. Les 1000 € que j'avais déboursés pour cette leçon d'écriture, en 3 séances de 4 heures, m'avaient mis en colère et sur la paille. Peut-être Dufy avait-il raison, mais personnellement, je pensais exactement le contraire. Le style n'était pas une fin en soi. La première qualité d'un écrivain était de savoir captiver son lecteur par une bonne histoire. Un récit capable de l'arracher à son existence pour le projeter au cœur de l'intimité et de la vérité des personnages. Le style n'était que le moyen d'innerver la narration et de la rendre vibrante. Au fond, je n'avais que faire de la vie d'un écrivain académique comme Dufy. Le seul avis que j'aurais aimé recevoir, le seul qui aurait eu de l'importance à mes yeux, était celui de mon idole de toujours. Nathan Falls, mon écrivain préféré. J'avais découvert ses livres à la fin de l'adolescence, à une époque où Falls avait déjà cessé d'écrire depuis longtemps. Les Foudroyés, son 3e roman, m'avait été offert par Diane Laborie, ma petite amie de terminale, en guise de cadeau de rupture. Le roman m'avait davantage ébranlé que la perte d'un amour qui n'en était pas un. J'avais enchaîné avec ses 2 premiers livres, Lorelei Strange et Une petite ville américaine. Depuis, je n'avais plus rien lu d'aussi stimulant. Par son écriture unique, Falls me semblait s'adresser directement à moi. Ses romans étaient fluides, vivants, intenses. Moi qui ne suis pourtant fan de personne, j'avais lu et relu ses livres car ils me parlaient de moi, de la relation aux autres, de la difficulté à tenir le gouvernail de sa vie, de la vulnérabilité des hommes et de la fragilité de notre existence. Il me donnait de la force et décuplait mon envie d'écrire. Dans les années qui avaient suivi sa retraite, d'autres auteurs avaient essayé de se couler dans son style, d'aspirer son univers, de calquer sa façon de construire un récit ou de singer sa sensibilité. Mais pour moi, personne n'était parvenu à sa cheville. Il n'y avait qu'un seul Nathan Falls. Qu'on l'aime ou pas, on était forcé de reconnaître que Falls était un auteur singulier. Même en lecture à l'aveugle, il suffisait de parcourir une page d'un de ses livres pour savoir que c'était lui qui l'avait écrite. Et j'ai toujours pensé que là était la véritable marque du talent. Moi aussi, j'avais décortiqué ses romans pour essayer d'en percer les secrets.
puis j'avais nourri l'ambition d'établir un contact avec lui. Bien que sans espoir sur mes chances d'obtenir une réponse, je lui avais écrit plusieurs fois via sa maison d'édition en France et son agent aux États-Unis. Je lui avais aussi envoyé mon manuscrit. Puis, il y a 10 jours, sur la newsletter expédiée par le site officiel de l'île Beaumont, j'avais repéré une offre d'emploi. La Rose Écarlate, la petite librairie de l'île, cherchait un employé. J'avais postulé directement en adressant un mail au libraire, et le jour même, Grégoire Audibert, le patron de la librairie, m'avait appelé par FaceTime pour m'annoncer qu'il retenait ma candidature. Le poste était à pourvoir pour 3 mois. Le salaire n'était pas terrible, mais Audibert m'assurait un logement et 2 repas par jour au Fort de Café, l'un des restaurants de la place du village. J'étais ravi d'avoir décroché ce travail, qui, d'après ce que j'avais cru comprendre des propos du libraire, me laisserait du temps pour écrire dans un cadre inspirant, et qui, j'en avais la certitude, me donnerait l'occasion de rencontrer Nathan Falls. 3. Une manœuvre du skipper ralentit l'allure du voilier. « Terre, droit devant !» cria-t-il en désignant du menton la silhouette de l'île qui se découpait à l'horizon. Située à 3/4 d'heure de bateau des côtes varoises, l'île Beaumont avait la forme d'un croissant. Un arc de cercle d'une 15aine de kilomètres de long sur 6 de large. On la présentait toujours comme un écrin sauvage et préservé. Une des perles de la Méditerranée, où alternaient criques aux eaux turquoises, calanques, pinèdes et plages de sable fin. La côte d'Azur éternelle, sans les touristes, la pollution et le béton. Ces 10 derniers jours, j'avais eu tout le temps de compulser la documentation que j'avais pu trouver sur l'île. Depuis 1955, Beaumont appartenait à une discrète famille d'industriels italiens, les Gallinari, qui, au début des années 1960, avaient investi des sommes folles dans son aménagement, menant de grands travaux d'adduction d'eau et de terrassement, et créant ex nihilo l'un des premiers ports de plaisance de la côte. Au fil des années, le développement de l'île s'était poursuivi selon une ligne claire. Ne jamais sacrifier le bien-être de ses habitants sur l'autel d'une prétendue modernité. Et pour les insulaires, les menaces avaient 2 visages bien identifiés, les spéculateurs et les touristes. Pour limiter les constructions, le Conseil de l'île avait adopté une règle simple qui consistait à geler le nombre global de compteurs d'eau. Une stratégie copiée sur ce qu'avait fait pendant longtemps la petite ville de Bolinas, en Californie. Résultat, depuis 30 ans, la population tournait autour de 1500 âmes. Il n'y avait pas d'agence immobilière à Beaumont. Une partie des biens se transmettait de famille en famille et le reste par cooptation. Quant au tourisme, il était contenu grâce à une maîtrise vigilante des liaisons avec le continent. En pleine saison, comme au milieu de l'hiver, une seule navette, le fameux téméraire qu'on appelait abusivement le ferry, effectuait 3 allers-retours par jour, et pas un de plus, à 8h, 12h30 et 19h, depuis l'embarcadère de Beaumont vers celui de Saint-Julien-les-Roses. Tout ça se faisait à l'ancienne, sans réservation préalable, et en donnant toujours la priorité aux résidents. Pour être exact, Beaumont n'était pas hostile à la venue des touristes, mais rien n'y était prévu pour eux. L'île comptait en tout et pour tout 3 cafés, 2 restaurants et un pub. Il n'y avait pas d'hôtel et les locations chez l'habitant étaient rares. Mais plus on dissuadait les gens d'y venir, plus l'endroit gagnait en mystère et devenait un lieu prisé. À côté de la population locale qui vivait ici à l'année, de riches résidents y possédaient des maisons secondaires. Au fil des décennies, des industriels et quelques artistes s'étaient enthousiasmés pour ce cadre chic, bucolique et serein. Un patron d'entreprise high-tech et 2 ou 3 figures de l'industrie viticole avaient réussi à racheter des villas. Mais quel que soit son niveau de notoriété ou de richesse, tout le monde faisait profil bas. La communauté n'était pas rétive à assimiler de nouveaux membres, à condition que ces derniers acceptent les valeurs qui de tout temps avaient régi l'âme de Beaumont. D'ailleurs, les récents arrivés se montraient souvent les plus farouches à défendre leur île d'adoption. Cet entre-soi suscitait bien des critiques, voire exaspérait ceux qui en étaient exclus. Au début des années 1980, le gouvernement socialiste avait eu des velléités de racheter Beaumont, officiellement pour classer le site, mais en réalité pour mettre fin au statut dérogatoire de l'île. S'en était suivi une levée massive de boucliers, et le gouvernement avait dû battre en retraite. Depuis cette époque,
l'administration s'était fait une raison. L'île Beaumont était un endroit particulier. Et il existait bien, à quelques encablures des côtes varoises, un petit paradis baigné par des eaux cristallines. Un bout de France qui n'était pas tout à fait la France. 4. Une fois à terre, je traînais ma valise sur les pavés du débarcadère. Le port de Plaisance n'était pas très grand, mais bien aménagé, animé et plein de charme. La petite ville se déployait tout autour de la baie, un peu à la manière d'un amphithéâtre. Des strates de maisons colorées qui étincelaient sous le ciel métallique. Leur éclat et leur disposition me rappelèrent l'île grecque de Hydra que j'avais visitée adolescent avec mes parents. Mais l'instant d'après, en déambulant dans les ruelles étroites et pentues, j'étais dans l'Italie des années 1960. Plus tard encore, ayant pris de la hauteur, j'aperçus pour la première fois les plages et leurs dunes blanches, et je songeais aux étendues sablonneuses du Massachusetts. Lors de ce premier contact avec l'île, alors que les roulettes de ma valise résonnaient sur le pavé des artères qui menaient au centre-ville, je compris que la singularité et la magie de Beaumont tenaient justement dans cet agrégat insaisissable. Beaumont était un lieu caméléon, un site unique et inclassable qu'il était vain de vouloir analyser ou expliquer. J'arrivai rapidement sur la place centrale. Avec ses allures de village provençal, l'endroit semblait cette fois sortir d'un roman de Giono. La place des Martyrs était le centre névralgique de Beaumont. Une esplanade ombragée, encadrée par une tour de l'horloge, un monument aux morts, une fontaine chantante et un terrain de jeu de boules. Sous les treilles, côte à côte, voisinaient les 2 restaurants de l'île. Un Saint-Jean hiver et le Fort de Café. À la terrasse de ce dernier, je reconnus le physique sec de Grégoire Audibert, qui terminait des artichauts à la poivrade. Il avait une allure d'un stit vieille école. Barbichette poivre et sel, petit gilet, longue veste en lin froissé. Le libraire m'identifia lui aussi, et, grand seigneur, m'invita à sa table, m'offrant une limonade comme si j'avais 12 ans. « Je préfère vous prévenir tout de suite, je ferme la librairie à la fin de l'année, » m'annonça-t-il sans prendre de gants. « Comment ça ? » « C'est pour cette raison que je cherche un employé. Pour faire du rangement, un peu de comptabilité et un grand inventaire final. » « Vous mettez la clé sous la porte ?» Il hocha la tête en sauçant un reste d'huile d'olive avec son pain. « Mais pourquoi ? » « C'est plus tenable. Mon activité a baissé continuellement au fil des années et ça va pas s'arranger. Enfin, vous connaissez le topo. Les pouvoirs publics laissent tranquillement prospérer les géants du net qui ne paient pas leurs impôts en France. » Le libraire soupira, demeura pensif quelques secondes et ajouta, mi-fataliste, mi-provocateur, « Et puis soyons réalistes. Pourquoi s'emmerder à venir dans une librairie quand vous pouvez vous faire livrer un bouquin en 3 clics sur votre iPhone ? Pour plein de raisons. Vous avez essayé de trouver un repreneur ? » Audibert haussa les épaules. « Ça n'intéresse personne. Aujourd'hui, rien n'est moins rentable que le livre. Ma librairie n'est pas la première à fermer et elle sera pas la dernière. » Il versa le reste de son pichet de vin dans son verre qu'il but d'un trait. « Je vais vous faire visiter la rose écarlate, » dit-il en pliant sa serviette et en se levant. Dans son sillage, je traversai la place jusqu'à la librairie. La vitrine, triste à mourir, exposait des bouquins qui devaient prendre la poussière depuis des mois. Audibert poussa la porte et s'écarta pour me laisser passer. L'intérieur de la boutique était sinistre lui aussi. Des tentures privaient l'endroit de toute luminosité. Les étagères en noyer avaient certes du cachet, mais elles n'accueillaient que des références très classiques, pointues, voire snob. La culture dans ce qu'elle avait de plus académique. Tel que je commençais à cerner le personnage, j'imaginais un instant Audibert avoir une attaque cardiaque si on l'avait obligé à vendre de la science-fiction, de la fantaisie ou des mangas. « Je vais vous montrer votre chambre, » dit-il en désignant un escalier en bois au fond du magasin. Le libraire avait ses appartements au 1er étage. Mon logement était situé au 2e. Un studio mansardé qui s'étendait tout en longueur. En ouvrant les portes-fenêtres grinçantes, j'eus l'heureuse surprise de découvrir un balcon-terrasse qui surplombait la place.
La vue spectaculaire qui portait jusqu'à la mer me remonta un peu le moral. Un dédale de ruelles serpentait entre les constructions ocre en pierre patinée avant de rejoindre le rivage. Après avoir rangé mes affaires, je descendis retrouver Audibert à la librairie pour faire un point sur ce qu'il attendait vraiment de moi. « Le Wi-Fi ne marche pas très bien, » prévint-il en allumant un vieux PC. « Il faut souvent relancer la box qui est installée à l'étage. » Le temps que l'ordinateur se réveille, le libraire brancha une petite plaque de cuisson et remplit le réservoir d'une cafetière Moka. « Un café ? » ?»« Avec plaisir. » Tandis qu'il préparait nos 2 tasses, je déambulais dans la boutique. Sur le panneau en liège derrière le bureau, étaient épinglées de vieilles unes de livres hebdo, datant d'une époque où Romain Gary écrivait encore. J'exagère à peine. J'avais envie d'ouvrir en grand les rideaux, d'enlever les tapis pourprés et limés, de réorganiser de fond en comble les rayonnages et les tables de présentation des ouvrages. Comme s'il lisait dans mes pensées, Audibert prit la parole. La Rose Écarlate existe depuis 1967. La librairie ne paie pas de mine aujourd'hui, mais c'était une véritable institution autrefois. Beaucoup d'auteurs français et étrangers sont venus faire des rencontres ou des dédicaces ici. Il sortit d'un tiroir un livre d'or à la relure en cuir et me tendit l'ouvrage pour m'inciter à le feuilleter. Au gré des clichés, je reconnus en effet Michel Tournier, J.M.G. Leclésio, Françoise Sagan, Jean d'Ormesson, John Irving, John Le Carré et Nathan Falls. Vous allez vraiment fermer la librairie ? Sans regret, affirma-t-il. Les gens ne lisent plus, c'est comme ça. Je nuançai. Les gens lisent peut-être différemment, mais ils lisent toujours. Audibert tourna le gaz pour couper le sifflement de la cafetière italienne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je ne vous parle pas de divertissement, je vous parle de la vraie littérature. Bien sûr. La fameuse vraie littérature. Il y avait toujours un moment avec les gens comme Audibert où cette expression, ou celle de vrai écrivain, revenait sur le tapis. Or, je n'avais jamais laissé à personne le droit de me dire ce que je devais lire ou pas. Et cette façon de s'ériger en juge pour décider ce qui était de la littérature et ce qui n'en était pas me paraissait d'une prétention sans borne. Vous connaissez beaucoup de vrais lecteurs autour de vous ? S'anima le libraire. Je vous parle de lecteurs intelligents qui consacrent un temps significatif à lire des livres sérieux. Sans attendre ma réponse, il continua à s'enflammer. Entre nous, combien reste-t-il de vrais lecteurs en France ? 10 000 5 000 Moins, peut-être. Je vous trouve pessimiste. Non, non, il faut s'y résoudre. Nous entrons dans un désert littéraire. Aujourd'hui, tout le monde veut être écrivain et plus personne ne lit. Pour sortir de cette conversation, je lui montrai la photo de Falls collée dans l'album. Nathan Falls, vous le connaissez ? Audibert fronça les sourcils avec une moue méfiante. Un peu. Enfin, si tant est qu'on puisse connaître Nathan Falls. Il me servit une tasse d'un café qui avait la couleur et la consistance de l'encre. Lorsque Falls est venu dédicacer son livre ici en 1995 ou 1996, c'était la première fois qu'il mettait les pieds sur l'île. Il en est tout de suite tombé amoureux. C'est même moi qui l'ai aidé à acheter sa maison, la Croix du Sud. Mais par la suite, nos rapports sont devenus quasi inexistants. Il vient encore à la librairie, parfois ? Non, jamais. Si je vais le voir, vous pensez qu'il acceptera de me dédicacer un livre ? Audibert secoua la tête en soupirant. Je vous conseille vraiment d'oublier cette idée. C'est le meilleur moyen de vous prendre un coup de fusil. Entretien de Nathan Falls à l'AFP. 12 juin 1999. Extrait. Vous nous confirmez qu'à 35 ans, en pleine gloire, vous mettez un terme à votre carrière de romancier. Oui, j'en ai fini avec tout ça. J'écris sérieusement depuis 10 ans. 10 ans que je suis tous les matins, le cul sur une chaise, le regard rivé sur mon clavier. Je veux plus de cette vie. Votre décision est irrévocable ? Oui. L'art est long, la vie est brève. L'année dernière, vous annonciez pourtant travailler à un nouveau roman, provisoirement intitulé « Un invincible été ». Le projet n'a pas dépassé le stade de l'ébauche et je l'ai définitivement abandonné.
Quel message adressez-vous à vos nombreux lecteurs qui attendent votre prochain ouvrage? Qu'ils arrêtent d'attendre. Je n'écrirai plus de livres. Qu'ils lisent d'autres auteurs. C'est pas ce qui manque. Écrire est difficile? Oui, mais sans doute moins que beaucoup d'autres boulots. Ce qui est compliqué et source d'angoisse, c'est le côté irrationnel de l'écriture. C'est pas parce que vous avez écrit 3 romans que vous saurez écrire le 4e. Il n'y a pas de méthode, de règles, de parcours fléché. Chaque fois que vous débutez un nouveau roman, c'est le même saut dans l'inconnu. Justement, que savez-vous faire à part écrire? Il paraît que je fais très bien la blanquette de veau. Pensez-vous que vos romans passeront à la postérité? J'espère bien que non. Quel rôle peut jouer la littérature dans la société contemporaine? Je ne me suis jamais posé la question et j'ai pas l'intention de commencer aujourd'hui. Vous avez également pris la décision de ne plus donner d'interview. J'en ai déjà trop donné. C'est un exercice faussé qui n'a plus grand sens, hormis la promotion. Le plus souvent, pour ne pas dire toujours, vos propos sont rapportés de manière inexacte, tronqués, sortis de leur contexte. J'ai beau chercher, je ne trouve aucune satisfaction à expliquer mes romans, et encore moins à répondre à des questions sur mes préférences politiques ou sur ma vie privée. Connaître la biographie des écrivains que l'on admire permet pourtant de mieux comprendre leurs écrits. Comme Margaret Atwood, je pense que vouloir rencontrer un écrivain parce qu'on aime son livre, c'est comme vouloir rencontrer un canard parce qu'on aime le foie gras. Mais n'est-il pas légitime d'éprouver l'envie d'interroger un écrivain sur le sens de son travail? Non, c'est pas légitime. La seule relation valable avec l'écrivain, c'est de le lire. Chapitre 2. Apprendre à écrire. Le métier d'écrivain fait apparaître celui du jockey comme une situation stable. John Steinbeck. Une semaine plus tard, mardi 18 septembre 2018. 1. La tête basse, les mains crispées sur le guidon, je donnais les derniers coups de pédale pour accéder au sommet de l'extrémité est de l'île. Je suais à grosses gouttes. Mon vélo de location semblait peser 1 tonne et mon sac à dos me cisaillait les épaules. Il ne m'avait pas fallu longtemps pour tomber à mon tour amoureux de Beaumont. Depuis 8 jours que je vivais ici, j'avais profité de mes moments de loisir pour arpenter l'île dans tous les sens et me familiariser avec sa topographie. À présent, je connaissais presque par cœur la côte nord de Beaumont, là où se trouvait le port, la ville principale et les plus belles plages. Colonisée par les falaises et les rochers, la côte sud était moins accessible, plus sauvage, mais pas moins belle. Je ne m'y étais aventuré qu'une seule fois sur la presqu'île Sainte-Sophie, pour apercevoir le monastère du même nom où vivaient encore une vingtaine de bénédictines. À l'opposé, la pointe du Safranier, où je me rendais à présent, n'était pas desservie par la Strada Principale, la route d'une 40aine de kilomètres qui faisait le tour de l'île. Pour y accéder, il fallait dépasser la dernière plage du nord, celle de l'Anse d'Argent, et emprunter sur 2 kilomètres un étroit chemin de terre au milieu d'une forêt de pins. D'après les renseignements que j'avais réussi à glaner dans la semaine, l'entrée de la propriété de Nathan Falls se trouvait au bout de ce chemin qui répondait au joli nom de sentier des botanistes. Lorsque j'y arrivai enfin, je ne trouvais qu'un portail en aluminium encastré dans un haut mur d'enceinte en moellon de schiste. Pas de boîte aux lettres, ni aucune mention du propriétaire. La maison s'appelait en théorie la Croix du Sud, mais ce n'était indiqué nulle part. Seules quelques pancartes vous accueillaient chaleureusement. Propriété privée, défense d'entrée, chien méchant, domaine sous surveillance vidéo. Il n'y avait même pas la possibilité de sonner ou de signaler sa présence de quelque manière que ce soit. Le message était très clair. Qui que vous soyez, vous n'êtes pas le bienvenu. J'abandonnai mon vélo et longeai à pied le mur d'enceinte. À un moment, la forêt cédait la place à un maquis touffu de bruyères, de myrtes et de lavandes sauvages. Au bout de 500 mètres, je débouchai sur une falaise qui plongeait dans la mer. Au risque de me briser les os, je me laissai glisser sur les rochers jusqu'à trouver un point d'appui. Je crapahutai le long d'un apic que je parvins à enjamber à l'endroit où la paroi devenait moins raide. Cet obstacle franchi,
Je continuais à suivre la côte sur une 50aine de mètres, et au détour d'une masse rocheuse, je l'aperçus enfin. La demeure de Nathan Falls. Construite à flanc de falaise, la villa paraissait incrustée dans la roche. Dans la grande tradition de l'architecture moderne, c'était un parallélépipède strié de dalles en béton armé brut de décoffrage. 3 niveaux se détachaient, flanqués de terrasses et desservis par un escalier de pierre qui menait directement à la mer. Le socle de la bâtisse semblait faire corps avec la falaise. Il était ponctué d'une série de hublots, comme sur un paquebot. La porte haute et large, qui le perçait, laissait deviner qu'il servait de hangar à bateau. Devant lui s'avançait un ponton en bois, au bout duquel était amarré un canot à moteur à la coque de bois brillant. Alors que je continuais à progresser prudemment sur les rochers, je crus apercevoir une ombre qui se déplaçait sur la terrasse intermédiaire. Était-il possible que ce soit Falls lui-même? Je mis ma main en visière pour essayer de mieux distinguer la silhouette. Il s'agissait de celle d'un homme en train d'épauler un fusil. 2. J'eus à peine le temps de me jeter derrière un rocher qu'un coup de feu claqua dans l'air. À 4 ou 5 mètres derrière moi, l'impact de la balle projeta des éclats aigus qui crépitèrent à mes oreilles. Je restai prostré une bonne minute. Mon cœur cognait. Tout mon corps tremblait, et un filet de sueur coulait le long de mon échine. Audibert ne m'avait pas menti. Falls avait complètement disjoncté et pratiquait le tir au pigeon sur les intrus qui s'aventuraient dans sa propriété. Je demeurais plaqué au sol. Je ne respirais plus. Après cette première sommation, la voix de la raison me hurlait de prendre mes jambes à mon cou sans demander mon reste. Pourtant, je décidai de ne pas reculer. Au contraire, je me relevai et repris mon avancée vers la maison. Falls était maintenant descendu à l'étage inférieur, sur la dalle surélevée qui dominait les rochers. Un deuxième coup de feu atteignit un tronc d'arbre que le vent avait abattu. Le rondin explosa en gerbes de bois mort qui m'éraflèrent le visage. J'avais peur comme jamais. Obstinément, je persistais presque malgré moi à sauter d'un rocher à l'autre. Nathan Falls, l'homme dont j'avais tant aimé les romans, ne pouvait pas être un assassin en puissance. Pour mieux me détromper, un troisième coup de feu fit voler la poussière à 50 cm seulement de mes converses. Bientôt, je ne fus qu'à quelques mètres de lui. « Dégage! Tu es sur une propriété privée !» lança-t-il du haut de la dalle. « C'est pas une raison pour me tirer dessus ?» Pour moi, ça l'est. J'avais le soleil dans les yeux. Insaisissable, la silhouette de Falls se détachait à contre-jour. Taille moyenne, mais physique solide, il portait un panama et des lunettes de soleil au reflet bleuté. Surtout, il avait toujours son fusil pointé sur moi, prêt à faire feu. « Qu'est-ce que tu viens foutre ici ?»« Je suis venu vous voir, monsieur Falls. » Je fis glisser mon sac à dos pour en sortir le manuscrit de La timidité des cimes. « Je m'appelle Raphaël Bataille. J'ai écrit un roman. J'aimerais que vous le lisiez pour me donner votre avis. J'en ai rien à battre de ton roman. Rien ne t'autorise à venir me harceler chez moi. Je vous respecte trop pour vous harceler. C'est pourtant ce que tu fais. Si tu me respectais vraiment, tu respecterais aussi mon droit à ne pas être dérangé. » Un chien magnifique, un golden retriever au poil blond, venait de rejoindre Falls sur la terrasse et aboyait dans ma direction. « Pourquoi as-tu continué à avancer alors que je te canardais? Je savais que vous me tueriez pas. »« Pourquoi donc? » ?»« Parce que vous avez écrit Lorelei Strange et Les Foudroyés. » Toujours aveuglé par le contre-jour, je l'entendis ricaner. « Si tu crois que les écrivains possèdent les vertus morales qu'ils prêtent à leurs personnages, t'es vraiment naïf. Et même un peu con. Écoutez, je voudrais juste des conseils de votre part, pour améliorer mon écriture. » « Des conseils? Mais aucun conseil n'a jamais rendu un écrivain meilleur. Si tu avais 3 sous de jugeote, tu l'aurais déjà compris par toi-même. Donner un peu de son attention aux autres ne fait de mal à personne. Personne ne peut t'apprendre à écrire. C'est quelque chose que tu dois apprendre seul. » Pensif, Falls baissa un instant la garde,
pour caresser la tête de son chien, avant de reprendre. « Bon, tu voulais un conseil, tu l'as eu. Barre-toi maintenant. »« Je peux vous laisser mon manuscrit ?» demandai-je en sortant les pages reliées de mon sac à dos. « Non, je le lirai pas. Aucune chance. »« Pétard, vous n'êtes pas commode ? » ?»« Pour le même prix, je vais pourtant te donner un autre conseil. Fais autre chose de ta vie que de vouloir devenir écrivain. » C'est ce que me disent tout le temps mes parents. Eh ben, ça prouve qu'ils sont moins cons que toi. 3. Un coup de vent soudain prolongea une vague jusqu'à mon promontoire. Pour l'éviter, j'escaladai un autre groupe de rochers, ce qui me rapprocha encore de l'écrivain. Il tenait de nouveau son fusil à pompe coincé sous son épaule. Un Remington Wingmaster à double bras coulissant, comme on en voyait parfois dans les vieux films, même si celui-ci était profilé en fusil de chasse. « Tu t'appelles comment, déjà ?» demanda-t-il lorsque la vague fut passée. « Raphaël. Raphaël Bataille. »« Et tu as quel âge ?»« 24 ans. »« Depuis quand veux-tu écrire ?»« Depuis toujours. Il n'y a que ça qui m'intéresse. » Profitant de ce que j'avais son attention, je me lançai dans un monologue pour expliquer combien, depuis l'enfance, la lecture et l'écriture avaient été mes bouées de sauvetage pour endurer la médiocrité et l'absurdité du monde, combien, grâce aux livres, je m'étais bâti une citadelle intérieure qui... « Tu vas aligner les clichés pendant longtemps ?» m'interrompit-il. « Ce ne sont pas des clichés !» protestai-je, vexé, en rangeant mon manuscrit dans le sac à dos. « Si j'avais ton âge aujourd'hui... j'aurais d'autres ambitions que de vouloir devenir écrivain. » Pourquoi ? Parce que l'existence d'un écrivain est le truc le moins glamour du monde. Soupira Fawles. Tu mènes une vie de zombie, solitaire et coupé des autres. Tu restes toute la journée en pyjama à t'abîmer les yeux devant un écran en bouffant de la pizza froide et en parlant à des personnages imaginaires qui finissent par te rendre fou. Tu passes tes nuits à suer sang et eau pour torcher une phrase que les 3/4 de tes maigres lecteurs ne remarqueront même pas. C'est ça, être écrivain. Enfin, c'est pas que ça. Fawles continua comme s'il n'avait rien entendu. Et le pire, c'est que tu finis par devenir accro à cette existence de merde parce que tu te donnes l'illusion, avec ton stylo et ton clavier, d'être un démiurge et de pouvoir rafistoler la réalité. C'est facile pour vous de dire ça. Vous avez tout eu. Qu'est-ce que j'ai eu? Des millions de lecteurs, la célébrité, l'argent, des prix littéraires, des filles dans votre lit. Franchement, si tu écris pour l'argent ou les filles, choisis une autre activité. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Et je sais même pas pourquoi je discute avec toi. Je vous laisse mon manuscrit. Fawles protesta, mais sans perdre de temps, je lançai le sac vers la terrasse sur laquelle il se tenait. Surpris, l'écrivain tenta de s'écarter pour éviter d'être percuté. Son pied droit glissa et il chuta sur la roche. Il étouffa un cri, chercha à se relever immédiatement en laissant échapper un juron. « Bordel de bordel, ma cheville !»« Je suis confus, je vais vous aider. »« N'avance pas. Si tu veux m'aider, barre-toi le plus loin possible et ne reviens jamais. » Il ramassa son arme et me mit en joue. Cette fois, je ne doutais plus qu'il soit capable de me fusiller sur place. Je fis volte-face et m'enfuis, dérapant sur les rochers, me rattrapant d'une main puis de l'autre sans beaucoup de dignité pour échapper à la colère de l'écrivain. À mesure que je m'éloignais, je me demandais comment Nathan Fawles pouvait aujourd'hui tenir ce discours désabusé. J'avais lu quantité d'interviews de lui, antérieures à 1999. Avant de se retirer de la scène littéraire, Fawles ne se faisait pas prier pour intervenir dans les médias. Il y déroulait toujours des propos bienveillants et mettait en avant son amour de la lecture et de l'écriture. Qu'est-ce qui avait bien pu le faire basculer? Pourquoi un homme au fait de sa gloire abandonne-t-il soudain tout ce qu'il aime faire, tout ce qui le construit et le nourrit, pour s'enfermer dans la solitude? Qu'est-ce qui s'était déréglé dans la vie de Fawles au point qu'il renonce à tout ça? Une lourde dépression? Un deuil? Une maladie? Personne n'avait jamais réussi à répondre à ces questions. Quelque chose me disait que si j'arrivais à percer le mystère Nathan Fawles, je parviendrais également à réaliser mon rêve de publier un livre. De retour dans la forêt, j'enfourchai mon vélo pour retrouver la route et rejoindre la ville. Ma journée avait été fructueuse.
Falls ne m'avait peut-être pas prodigué la leçon d'écriture que j'attendais, mais il avait fait mieux. Il m'avait donné un formidable sujet de roman et l'énergie dont j'avais besoin pour commencer à l'écrire. Chapitre 3. La liste de courses des écrivains. Je n'appartiens pas à la clique des mauvais écrivains qui prétendent n'écrire que pour eux-mêmes. Tout ce qu'un auteur écrit pour lui-même, ce sont des listes de courses qu'il peut jeter ses achats terminés. Tout le reste sont des messages adressés à quelqu'un d'autre. Umberto Eco. 3 semaines plus tard, lundi 8 octobre 2018. 1. Nathan Falls se rongeait les sangs. À demi allongé dans un fauteuil, son pied droit plâtré, posé sur une ottomane molletonnée, il se sentait désemparé. Son chien Bronco, le seul être dont l'existence lui importait sur Terre, était introuvable depuis 2 jours. Le Golden Retriever disparaissait parfois 1 heure ou 2, jamais davantage. Aucun doute. Il lui était arrivé quelque chose. Un accident, une blessure, un enlèvement. La nuit précédente, Nathan avait téléphoné à Jasper Van Wyck, son agent new-yorkais, son principal lien avec le monde et ce qui se rapprochait le plus d'un ami, pour solliciter un conseil. Jasper s'était proposé pour appeler tous les commerçants de Beaumont. Il avait également fait composer par un des membres de son équipe une affichette promettant 1 000 € de récompense à qui retrouverait le chien, et la leur avait expédiée par mail. À présent, il n'y avait plus qu'à attendre et à croiser les doigts. Nathan soupira en regardant sa cheville plâtrée. Il avait déjà envie d'un whisky alors qu'il n'était même pas 11 heures du matin. 20 jours qu'il vivait cloîtré à cause de ce petit con de Raphaël Bataille. Au début, il avait pensé que l'entorse était bénigne et qu'il s'en tirerait avec une poche de glace sur l'articulation et quelques comprimés de paracétamol. Mais lorsqu'il s'était réveillé le lendemain de l'intrusion de ce gamin, il avait compris que les choses allaient être beaucoup plus compliquées. Non seulement sa cheville n'avait pas désenflé, mais encore, il lui avait été impossible de faire un pas sans hurler de douleur. Il avait dû se résoudre à appeler Jean-Louis Sicard, le seul médecin de Beaumont. Un original qui, depuis 30 ans, parcourait les 4 coins de l'île sur une vieille mobilette. Le diagnostic de Sicard n'était pas optimiste. Les ligaments de la cheville s'étaient rompus, l'enveloppe de l'articulation était déchirée, et un tendon avait lui aussi salement morflé. Sicard lui avait ordonné un repos complet. Il avait surtout posé un plâtre qui lui montait presque jusqu'au genou, et qui, depuis 3 semaines, le rendait totalement fou. Avec ses béquilles, Falls tournait comme un lion en cage, et il bouffait des anticoagulants pour éviter les caillots. Heureusement, dans moins de 24 heures, sonnerait la délivrance. Ce matin, à la 1re heure, lui qui prenait rarement son téléphone, s'était fendu d'un appel au vieux docteur pour vérifier qu'il n'avait pas oublié leur rendez-vous. Falls avait même essayé de faire venir Sicard le jour même, mais sa tentative s'était soldée par un échec. 2. La sonnerie du téléphone mural tira Falls de sa léthargie. L'écrivain ne possédait ni portable, ni adresse mail, ni ordinateur. Juste un vieux combiné en bakélite fixé à un pilier en bois porteur qui délimitait l'espace entre le salon et la cuisine. Falls ne se servait de cet appareil que pour passer des coups de fil. Il ne répondait jamais lui-même aux appels, laissant le répondeur de l'étage du dessus s'enclencher. Aujourd'hui, toutefois, la disparition de son chien lui fit faire une entorse à ses habitudes. Il se mit debout et, appuyé sur ses béquilles, se traîna jusqu'à l'appareil. C'était Jasper Van Wyck. « J'ai une formidable nouvelle, Nathan. On a retrouvé Bronco. » Falls sentit un immense soulagement le traverser. « Il va bien. »« Très bien. » assura son agent. « Où l'a-t-on retrouvé ?» Une jeune femme l'a aperçu sur la route du côté de la presqu'île Sainte-Sophie et l'a conduit chez Ed's Corner. « Tu as dit à Ed de me ramener Bronco ?» La fille insiste pour le faire elle-même. Nathan sentait le piège à plein nez. La presqu'île était à l'autre bout de Beaumont, à l'opposé de la pointe du Safranier. Et si cette femme avait enlevé son chien pour pouvoir l'approcher? Au début des années 1980, une journaliste, Betty Eppes,
avait leurré Salinger en mentant sur son identité et en transformant une conversation banale qu'elle avait eue avec lui en une interview qu'elle avait proposée aux journaux américains. C'est qui, au juste, cette femme? Mathilde Monet, une Suissesse, je crois, en vacances sur l'île. Elle loue le bed and breakfast près du couvent des Bénédictines. Elle est journaliste au Temps, à Genève. Fawles soupira. Ça n'aurait pas pu être une fleuriste, une charcutière, une infirmière, une pilote de ligne. Il fallait que ce soit une journaliste. Laisse tomber, Jasper. Je le sens pas. Il serra le poing et frappa le poteau de bois. Il avait besoin de son chien, et Bronco avait besoin de lui. Mais il ne pouvait pas prendre sa voiture pour aller le chercher. Ce n'était pas une raison pour tomber dans un traquenard. Journaliste au Temps. Il se souvenait d'un correspondant de ce journal qu'il avait interviewé autrefois à New York. Un type jouant la connivence, mais qui était passé à côté du roman. C'était peut-être les pires. Les journalistes qui faisaient une bonne critique de votre livre sans en avoir rien compris. C'est peut-être tout simplement un hasard qu'elle soit journaliste, suggéra Jasper. Un hasard? T'es con ou tu te fous de moi? Écoute, ne te prends pas la tête, Nathan. Tu acceptes qu'elle vienne à la Croix du Sud, tu récupères ton chien, et tu la mets dehors illico presto. Le combiné dans une main, Fawles se massa les paupières pour s'accorder encore quelques secondes de réflexion. Il se sentait vulnérable, avec sa cheville dans le plâtre, et détestait cette impression de subir une situation qu'il ne maîtrisait pas. D'accord, céda-t-il pourtant. Rappelle-la. Rappelle cette Mathilde Monet. Dis-lui de passer en début d'après-midi et explique-lui les consignes pour venir jusqu'ici. 3. Midi. Après 20 minutes d'argumentation, je venais de réussir à vendre un exemplaire du manga Quartier lointain, le chef-d'œuvre de Taniguchi, et j'avais le sourire aux lèvres. En moins d'un mois, j'étais parvenu à transformer la librairie. Ce n'était pas une métamorphose, mais une série de changements significatifs. Un espace plus lumineux et aéré, un accueil plus souriant et moins bourru. J'avais même arraché à Audibert le droit de commander quelques références incitant davantage à l'évasion qu'à la réflexion. De petits signaux qui allaient tous dans le même sens. La culture pouvait aussi être un plaisir. Je devais reconnaître au libraire le mérite de m'avoir laissé le champ libre. Il me foutait une paix royale et n'était pas souvent présent dans son magasin, ne sortant de son appartement du premier que pour aller boire des coups sur la place. En me plongeant dans les comptes, je m'étais aperçu qu'il avait beaucoup noirci le tableau. La situation de la librairie était loin d'être catastrophique. Audibert était propriétaire des murs, et comme plusieurs commerçants de Beaumont, il recevait une généreuse subvention versée par la S.A. Gallinari, propriétaire de l'île. Avec un peu de bonne volonté et pas mal de dynamisme, il était possible de rendre à la librairie tout son éclat, et même, rêvais-je, d'y faire revenir des auteurs. Raphaël? Peter McFarlane, le propriétaire de la boulangerie de la place, venait de passer une tête dans la librairie. C'était un Écossais sympathique qui, 25 ans plus tôt, avait quitté une île pour une autre. Sa boulangerie était célèbre pour sa pie saladière et ses fougassettes. Elle répondait au nom de Brett Pitt, pour respecter une tradition un peu ridicule et à 1000 lieues du côté chic de Beaumont, mais à laquelle les gens semblaient très attachés. Donner à chaque commerce un nom fondé sur un jeu de mots. Seuls quelques pisse-froids comme Ed avaient refusé de se prêter à l'exercice. « Tu viens prendre l'apéro ?» me proposa Peter. Tous les jours, quelqu'un me conviait au cérémonial de l'apéritif. Sur le coup de midi, les gens s'attablaient aux terrasses pour déguster un pastis ou un verre de Terra dei Pini, le vin blanc qui faisait la fierté de l'île. Au début, je trouvais ça folklore, puis très vite, je m'étais pris au jeu. Tout le monde connaissait tout le monde à Beaumont. Où que vous alliez, vous rencontriez toujours un visage familier pour faire un bout de conversation. Les gens prenaient le temps de vivre et de se parler. Et pour moi qui avais toujours vécu dans la grisaille, l'agressivité et la pollution de la région parisienne, c'était quelque chose de nouveau. Je m'attablais avec Peter à la terrasse des Fleurs du Malte. D'un air détaché, je scrutais les visages autour de moi à la recherche d'une jeune femme blonde. Une cliente de la librairie que j'avais croisée la veille. Elle s'appelait Mathilde Monet.
Elle était en vacances à Beaumont, où elle louait une chambre dans une maison près du couvent des Bénédictines. Elle m'avait acheté les 3 romans de Nathan Falls, qu'elle affirmait pourtant avoir déjà lus. Intelligente, drôle, lumineuse. On avait discuté 20 minutes, et je ne m'en étais toujours pas remis. Depuis, l'idée de la revoir me trottait dans la tête. Le seul point noir de ces dernières semaines, c'était que j'avais peu écrit. Mon projet sur le mystère Nathan Falls, que j'avais baptisé « La vie secrète des écrivains », n'avançait guère. Je manquais de matière, et mon sujet m'échappait. J'avais envoyé plusieurs mails à Jasper Van Wyck, l'agent de Falls, qui bien entendu ne m'avait pas répondu. J'avais interrogé les gens de l'île, mais personne ne m'avait rien appris que je ne sache déjà. « C'est quoi cette histoire de dingue ?» demanda Audibert en nous rejoignant, un verre de rosé à la main. Le libraire avait l'air soucieux. Depuis 10 minutes, une folle rumeur se répandait sur la place, vers laquelle convergeaient de plus en plus de gens. Elle évoquait la découverte d'un cadavre par 2 randonneurs néerlandais à Tristana Beach, la seule et unique plage de la côte sud-ouest de l'île. L'endroit était magnifique, mais dangereux. Déjà en 1990, 2 adolescents s'étaient tués en jouant près des falaises. Un accident qui avait traumatisé les habitants de l'île. Au-delà des petits groupes en pleine discussion, je repérais Ange Agostini, l'un des policiers municipaux qui quittait la place. D'instinct, je le suivis dans les ruelles et le rattrapai au moment où il rejoignait son triporteur garé près du port. « Vous allez à Tristana Beach, n'est-ce pas? Je peux venir avec vous ?» Agostini se retourna, un peu surpris de me trouver dans ses pattes. C'était un grand type chauve, un Corse sympa, gros lecteur de polar et fan des frères Cohen, à qui j'avais fait découvrir mes 6 noms préférés, Les Suicidés, L'homme qui regardait passer les trains, La Chambre bleue. « Monte, si ça te chante !» me répondit le Corse en haussant les épaules. Entre 30 et 40 km à l'heure, le triporteur Piaggio se traînait sur la strada principale. Agostini avait l'air inquiet. Les messages qu'il avait reçus sur son portable étaient alarmistes et incitaient à penser qu'il s'agissait d'un meurtre plutôt que d'un accident. « C'est inimaginable, » marmonna-t-il. « Il ne peut pas y avoir de meurtre à Beaumont. » Je voyais ce qu'il voulait dire. Il n'y avait pas de réelle criminalité à Beaumont. Quasi aucune agression et très peu de vols. Le sentiment de sécurité était tel que les gens laissaient leurs clés sur leur porte d'entrée ou les poussaient avec leurs bébés à l'extérieur des magasins. La police locale ne comptait que 4 ou 5 personnes, et le gros de leur travail consistait à dialoguer avec la population, à faire des rondes et à signaler les alarmes détraquées. 4. La route suivait difficilement la côte au relief tourmenté. Il fallut 20 bonnes minutes au triporteur pour rallier Tristana Beach. Au détour d'un virage, on devinait parfois, plus qu'on ne les voyait, de grandes villas blanches cachées derrière les hectares de pinèdes. Tout à coup, le paysage changea radicalement pour laisser place à une plaine désertique qui surplombait une grève de sable noir. À cet endroit, Beaumont ressemblait à l'Islande plus qu'à Porquerolles. « C'est quoi ce bordel ?» Le pied sur le champignon, en pente et en ligne droite, le triporteur devait frôler les 45 km à l'heure. Ange Agostini désignait la dizaine de voitures qui bloquaient la route. En se rapprochant davantage, la situation devint plus claire. La zone était totalement bouclée par des flics venus du continent. Agostini gara son engin sur le bas-côté et arpenta les abords du périmètre gelés par des bandes de plastique. Je ne comprenais rien. Comment autant de mecs, visiblement des gars de la PJ de Toulon, mais il y avait aussi un véhicule de la police scientifique, avaient-ils pu se déployer aussi vite sur cette partie hostile de la côte? D'où venaient leurs 3 bagnoles sérigraphiées? Pourquoi personne ne les avait-il vus débarquer sur le port? Je me mêlais au badaud et prêtais l'oreille à toutes les conversations. Petit à petit, je parvins à reconstituer l'ébauche du scénario de la matinée. Vers 8 heures du matin, un couple d'étudiants néerlandais qui faisaient du camping sauvage avait découvert un cadavre de femme. Ils avaient immédiatement contacté le commissariat de Toulon, qui avait obtenu l'autorisation d'utiliser l'aéroglisseur des douanes pour envoyer sur l'île une armada de policiers et 3 voitures. Pour plus de discrétion, les flics avaient directement débarqué sur la dalle bétonnée de Saragota à une dizaine de kilomètres d'ici.
Je retrouvai Agostini un peu plus loin, sur un petit monticule de terre en bordure de la route. Il paraissait à la fois bouleversé et un peu humilié de ne pas pouvoir accéder à la scène de crime. « On sait qui est la victime ?» demandai-je. « Pas encore, mais on pense qu'il ne s'agit pas de quelqu'un de l'île. » Pourquoi les flics sont-ils venus si vite et si nombreux? Pourquoi n'ont-ils prévenu personne? Le Corse regarda d'un air absent son téléphone portable. C'est à cause de la nature du crime et des photos que les jeunes ont envoyées. Les Néerlandais ont pris des photos? Agostini hocha la tête. Elles ont circulé pendant quelques minutes sur Twitter avant d'être retirées. Mais il reste des copies d'écran. Je peux voir? Franchement, je te le conseille pas. C'est pas un spectacle pour un libraire. N'importe quoi. J'aurais aussi bien pu les voir passer sur mon fil Twitter, moi aussi. Comme tu voudras. Il me tendit son appareil, et ce que j'y découvris me souleva le cœur. On y voyait le cadavre d'une femme. J'avais du mal à lui donner un âge, tant son visage semblait déformé par ses blessures. J'essayais de déglutir, mais ma gorge était paralysée par cette vision d'horreur. Le corps, nu, était comme cloué au tronc d'un eucalyptus gigantesque. Je zoomais sur l'écran tactile. Ce n'étaient pas des clous qui plaquaient la femme sur le tronc. C'étaient des ciseaux à bois ou des outils de tailleur de pierre qui lui brisaient les os et s'enfonçaient dans ses chairs. 5. Au volant de son pick-up décapotable, Mathilde Monet traversait le bois qui s'étendait jusqu'à la pointe du Safranier. À l'arrière du véhicule, Bronco regardait le paysage en jappant. Il faisait bon. L'odeur de la brise marine se mêlait à celle des eucalyptus et de la menthe poivrée. Les reflets mordorés du soleil automnal se frayaient un chemin à travers le feuillage des pins parasols et des chênes verts. Arrivée devant le mur d'enceinte en moellon de schiste, Mathilde descendit de voiture et suivit les consignes que lui avait communiquées Jasper Van Wyck. Près du portail en aluminium, derrière une pierre plus sombre que les autres, était camouflé un interphone. Mathilde sonna pour s'annoncer. Il y eut un grésillement et le portail s'ouvrit. Elle s'aventura à l'intérieur d'un grand parc sauvage. Une route de terre courait à travers les arbres. Des séquoias, des arbousiers et des bosquets de lauriers densifiaient la végétation. Puis le chemin tournicota sur une pente raide, et la mer apparut soudain en même temps que la maison de Falls. Une bâtisse aux formes géométriques, en pierre ocre, verre et béton. À peine avait-elle garé le pick-up à côté de ce qui devait être le véhicule de l'écrivain, une mini-moque couleur camouflage, avec un volant et un tableau de bord en bois laqué, que le Golden Retriever sauta de la voiture pour se précipiter vers son maître qui l'attendait devant la porte. Appuyé sur une béquille, l'écrivain était tout à sa joie de retrouver son compagnon. Mathilde s'avança. Elle s'était imaginé qu'elle allait être confrontée à une sorte d'homme des cavernes, un vieux sauvage bourru en haillons avec les cheveux longs et une barbe de 20 centimètres. Mais l'homme qui se tenait devant elle était rasé de frais. Il portait ses cheveux courts, un polo en lin bleu ciel assorti à ses yeux et un pantalon de toile. « Mathilde Monet », se présenta-t-elle en lui tendant la main. « Merci de m'avoir ramené, Bronco. » Elle gratta la tête du chien. « Vos retrouvailles font plaisir à voir, en tout cas. » Mathilde pointa du doigt la béquille et la cheville plâtrée. « Ce n'est pas trop grave, j'espère. » Falls secoua la tête. « Demain, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. » Elle hésita, puis... « Vous ne vous rappelez plus, mais nous nous sommes déjà rencontrés. » Méfiant, il recula d'un pas. « Je ne pense pas. »« Si, c'était il y a longtemps. »« À quelle occasion ?»« Je vous laisse deviner. » 6. Falls savait que plus tard, il se dirait que c'était à ce moment précis qu'il aurait dû tout arrêter. Dire simplement ce dont il avait convenu avec Van Wyck. Merci et au revoir. Et battre en retraite à l'intérieur de la maison. Au lieu de ça,
il se tut. Il resta stoïque devant la porte, presque hypnotisé par Mathilde Monet. Elle portait une robe courte, en maille jacquard, un perfecto en cuir, et une paire de sandales à talons hauts et à fine lanière, dont la boucle se fermait sur la bride, à la cheville. Il n'allait pas rejouer le début de l'éducation sentimentale. Ce fut comme une apparition. Mais un long moment, il se laissa griser par ce je ne sais quoi de sensible, d'énergique et de solaire qui émanait de la jeune femme. C'était une griserie contrôlée, une gentille ivresse qu'il s'accordait, un petit shoot de blondeur, de lumière chaude comme un champ de blé. Pas un instant il ne douta de maîtriser le cours des choses, ni de pouvoir mettre fin en claquant des doigts et quand bon lui semblerait, à cet ensorcellement. La fichette promettait une récompense de 1 000 €, mais je crois que je me contenterai d'un thé glacé. Sourit Mathilde. En évitant les yeux verts de son interlocutrice, Fawles expliqua mollement que ne pouvant plus se déplacer, il n'avait pas fait les courses depuis longtemps et que ses placards étaient vides. « Un verre d'eau fera l'affaire » insista-t-elle. « Il fait chaud. » Généralement, il était assez doué pour juger les gens à l'instinct. Ses premières impressions étaient souvent les bonnes. Là, pourtant, il était un peu paumé, traversé par des sensations contradictoires. Une alarme s'était déclenchée dans sa tête pour le mettre en garde contre Mathilde. Mais comment résister à la promesse insaisissable et énigmatique qu'elle portait en elle? Un halo diffus, doux comme le soleil d'octobre. « Entrez », finit-il par concéder. 7. Du bleu à perte d'horizon. Mathilde fut surprise par la lumière qui régnait à l'intérieur de la maison. L'entrée débouchait directement sur un salon qui se prolongeait par une salle à manger et une cuisine. Les 3 pièces étaient dotées d'immenses baies vitrées ouvertes sur la mer et donnaient l'impression de voguer sur les flots. Tandis que Fawles passait dans la cuisine pour leur servir 2 verres d'eau, Mathilde s'abandonna à la magie du lieu. Elle se sentait bien ici, bercée par le bruit du ressac. Les ouvertures à galandage abolissaient les espaces entre l'intérieur et la terrasse, créant une douce désorientation, au point que vous ne saviez plus très bien si vous étiez dedans ou dehors. Au centre du salon, une cheminée au foyer suspendu attirait les regards, tandis qu'un escalier ouvert en béton ciré montait vers l'étage. Mathilde s'était imaginé cet endroit comme une tanière sombre. Mais là encore, elle avait eu tout faux. Fawles n'était pas venu s'enterrer sur l'île Beaumont, mais au contraire, se retrouver en tête-à-tête avec le ciel, la mer et le vent. « Je peux jeter un œil à la terrasse ?» demanda-t-elle lorsque Fawles lui tendit son verre. L'écrivain ne répondit pas, se contentant d'accompagner son invité sur les dalles de schiste qui donnaient l'impression de s'avancer vers le vide. En approchant du bord, Mathilde fut prise de vertige. À cette hauteur, elle comprenait mieux l'architecture de la maison. Adossée à la falaise, celle-ci s'élevait en fait sur 3 étages, la terrasse sur laquelle elle se trouvait étant située au niveau intermédiaire. Les dalles en béton étaient posées en porte-à-faux, chacune tenant lieu alternativement de base et de toiture. Mathilde se pencha pour suivre du regard l'escalier de pierre qui aboutissait sur la dalle de l'étage inférieur. Devant elle, un petit ponton permettait d'accéder directement à la mer et servait de point d'amarrage à un magnifique Riva Aquarama à la coque de bois vernissée dont les chromes étincelaient au soleil. On a vraiment l'impression d'être sur le pont d'un bateau. Ouais, tempéra Fawles. Un bateau qui ne va nulle part et qui reste toujours à quai. Pendant quelques minutes, ils s'employèrent à parler de tout et de rien. Puis Fawles la raccompagna à l'intérieur, et Mathilde, qui se promenait comme dans un musée, s'approcha d'une étagère sur laquelle était posée une machine à écrire. « Je croyais que vous n'écriviez plus ?» demanda-t-elle en désignant l'objet du menton. Fawles caressa les courbes de la machine. Un joli modèle vert amande en bakélite de la marque Olivetti.
Elle n'est là que pour la déco. D'ailleurs, il n'y a même plus de rouleau encreur, dit-il en appuyant sur les touches. Et vous savez, les ordinateurs portables existaient déjà à mon époque. Ce n'est donc pas là-dessus que vous avez écrit vos... Non. Elle le défia du regard. Je suis certaine que vous écrivez encore. Vous vous trompez. Je n'ai plus écrit la moindre phrase, même pas une annotation dans un livre, pas la plus petite liste de courses. Je ne vous crois pas. On n'arrête pas du jour au lendemain de faire une activité qui structurait toutes vos journées et qui... Là, Fawles l'interrompit. Pendant un moment, j'ai pensé que vous étiez différente des autres et que vous n'aborderiez pas le sujet. Mais je me suis trompé. Vous faites une enquête, c'est ça? Vous êtes une journaliste qui vient ici pour pondre son petit papier sur le mystère Nathan Fawles? Non, je vous promets que non. L'écrivain lui montra la porte. Partez à présent. Je ne peux pas empêcher les gens de projeter des choses. Mais le mystère Fawles, c'est justement qu'il n'y a pas de mystère. Vous comprenez? Et ça, vous pouvez l'écrire dans votre journal. Mathilde ne bougea pas d'un pouce. Fawles n'avait pas tellement changé depuis qu'elle l'avait rencontré. Il était tel qu'elle se souvenait de lui. Attentif, abordable, mais direct. Et elle se rendit compte qu'elle n'avait pas vraiment envisagé cette possibilité. Que Fawles soit toujours Fawles. Entre nous, ça ne vous manque pas de passer 10 heures par jour devant un écran? Non. Je préfère les passer en forêt ou sur la plage à me balader avec mon chien. Je ne vous crois toujours pas. Fawles secoua la tête en soupirant. Arrêtez de mettre du sentimentalisme dans tout ça. Ce n'était que des livres. Que des livres? C'est vous qui dites ça? Ouais, et entre nous, des livres largement surcotés en plus. Mathilde poursuivit ses questions. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Je médite, je bois, je cuisine, je bois, je nage, je bois, je fais de longues promenades, Vous lisez? Quelques polars parfois, et des livres sur l'histoire de la peinture ou sur l'astronomie. Je relis certains classiques, mais tout cela n'est pas important. Pourquoi pas? La planète est devenue une fournaise. De grandes parties du monde sont à feu et à sang, les gens votent pour des fous furieux et s'abrutissent devant les réseaux sociaux. Ça craque de partout, alors... Je ne vois pas le rapport. Alors je crois qu'il y a des choses plus importantes que de savoir pourquoi, il y a 20 ans, Nathan Fawles a cessé d'écrire. Les lecteurs continuent à vous lire. Que voulez-vous, je peux pas les en empêcher. Et puis vous savez très bien que le succès repose sur un malentendu. C'est Duras qui disait ça, non? Ou Malraux, peut-être. Au-delà de 30 000 exemplaires, c'est un malentendu. Vos lecteurs vous écrivent aussi? Il paraît. Mon agent me dit qu'il reçoit beaucoup de courriers adressés à mon nom. Vous le lisez? Vous plaisantez ou quoi? Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. En tant que lecteur, il ne me viendrait jamais à l'idée d'écrire à un auteur dont j'apprécie le livre. Franchement, vous vous imaginez en train d'écrire à James Joyce parce que vous aimez Finnegan's Wake? Non. D'abord parce que je n'ai jamais pu lire plus de 10 pages de ce livre. Ensuite parce que James Joyce a dû mourir 40 ans avant ma naissance. Fawles secoua la tête. Écoutez, merci de m'avoir ramené mon chien, mais vous feriez mieux de partir à présent. Oui, je crois aussi. Il sortit avec elle et la raccompagna jusqu'à sa voiture. Elle dit au revoir au chien, mais rien à Fawles. Il la regarda manœuvrer, à la fois hypnotisé par une certaine grâce qu'elle mettait dans ses gestes et satisfait de se débarrasser d'elle. Au moment où elle allait accélérer, il profita néanmoins de ce qu'elle avait la vitre ouverte pour essayer d'éteindre la petite alarme qui continuait à résonner dans sa tête. « Vous m'avez dit tout à l'heure qu'on s'était déjà rencontrés il y a longtemps. C'était où ?» Elle planta ses yeux verts dans les siens. « Printemps 1998 à Paris. J'avais 14 ans. Vous étiez venu faire une rencontre avec les patients de la maison des adolescents. Vous m'aviez même dédicacé un exemplaire de Lorelei Strange. Une édition originale en anglais. » Fawles resta sans réaction, comme si cela n'évoquait rien pour lui, ou alors un souvenir extrêmement lointain. « J'avais lu Lorelei Strange.
continua Mathilde. Ça m'avait beaucoup aidé. Et je n'ai jamais eu l'impression que c'était un livre surcoté, ni que ce que j'avais compris de sa lecture participait d'un quelconque malentendu. Toulon, le 8 octobre 2018. Division Action de l'État en mer. Arrêté préfectoral numéro 287-2018. Portant création d'une zone temporaire d'interdiction à la navigation et aux activités nautiques vers et autour de l'île Beaumont, Var. Vu le décret numéro 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer, considérant l'ouverture d'une enquête criminelle à la suite de la découverte d'un corps sur l'île Beaumont au lieu dit Tristana Beach, il est créé, au large du département du Var, une zone d'interdiction pour la circulation et la pratique de toute activité nautique dans un rayon de 500 mètres autour et au droit des rives de l'île Beaumont, y compris les activités de transport de personnes au départ et à destination de l'île à compter de la publication du présent arrêté. Le préfet maritime de la Méditerranée, Édouard Lefébure. Chapitre 4. Interviewer un écrivain. 1. L'intervieweur vous pose des questions intéressantes pour lui, sans intérêt pour vous. 2. De vos réponses, il n'utilise que celles qui lui conviennent. 3. Il les traduit dans son vocabulaire, dans sa façon de penser. Milan Kundera. Mardi 9 octobre 2018. 1. Depuis que je vivais à Beaumont, j'avais pour habitude de me lever avec le soleil. Après une douche rapide, j'allais retrouver Audibert qui prenait son petit déjeuner sur la place du village, à la terrasse du fort de café, ou à celle des fleurs du Malte. Le libraire avait un caractère changeant. Tantôt taciturne et renfermé, tantôt volubile et bavard. Je crois pourtant qu'il m'aimait plutôt bien. Suffisamment en tout cas pour m'inviter à sa table chaque matin, et pour m'offrir un thé et des toasts à la confiture de figues. Vendues aux touristes au prix du caviar, les confitures de la mère Françoise, plus bio que bio, cuites au chaudron et tout le tralala, étaient l'un des trésors de l'île. « Bonjour, monsieur Audibert. » Le libraire leva les yeux de son journal et m'accueillit avec un grognement inquiet. Depuis la veille, une agitation fiévreuse secouait les insulaires. La découverte de ce corps de femme cloué au plus vieil eucalyptus de l'île avait bouleversé la population. Je l'avais appris depuis. Surnommé l'immortel, l'arbre était devenu, au fil des décennies, le symbole de l'unité de l'île. Cette mise en scène ne pouvait être le fruit du hasard, et les circonstances dans lesquelles la victime était morte laissaient tout le monde abasourdi. Mais ce qui avait achevé de perturber la population, c'était la décision du préfet maritime d'instaurer un blocus de l'île pour faciliter les investigations. La navette avait été consignée au port de Saint-Julien-les-Roses, et les gardes-côtes avaient pour ordre de patrouiller et d'intercepter les bateaux privés qui tenteraient d'effectuer la traversée dans un sens ou dans l'autre. Concrètement, personne ne pouvait quitter l'île, et personne ne pouvait y entrer. Cette mesure imposée par le continent avait crispé tous les Beaumontais qui n'acceptaient pas de perdre la maîtrise de leur destin collectif. « Ce crime, c'est un coup terrible porté à l'île », enragea Audibert, en refermant son exemplaire de Var Matin. C'était l'édition de la veille, celle du soir, arrivée avec le dernier ferry autorisé. En m'asseyant, je jetai un regard à la une, barré du titre « L'île Noire ». Un discret clin d'œil à Hergé. « Attendons de voir sur quoi l'enquête va déboucher. »« Sur quoi voulez-vous qu'elle débouche ?» s'exclama le libraire. « Une femme a été torturée à mort avant d'être clouée à l'immortel. Ça veut dire qu'il y a un dingue en liberté sur l'île. » Je grimaçai tout en sachant qu'Audibert n'avait pas forcément tort. Je dévorai ma tartine en parcourant l'article du journal sans y apprendre grand-chose. Puis je sortis mon téléphone à la recherche d'informations plus fraîches. J'avais repéré la veille le compte Twitter d'un certain Laurent Laforie, un journaliste de la région parisienne qui se trouvait actuellement à Beaumont pour rendre visite à sa mère. Le type n'était pas un cadre de la profession. Il avait fait quelques piges pour les sites internet de l'Obs et Marianne avant de devenir community manager d'un groupe de stations de radio. L'historique de son compte était un parfait exemple de ce que le pseudo-journalisme 2.0 pouvait produire de pire. Sujet graveleux, titres putaclic, clash,
appels à la Lali, blagues à 3 balles, retweets systématiques de vidéos anxiogènes et de tout ce qui était susceptible de tirer l'intelligence vers le bas, de flatter les pires instincts, d'entretenir les peurs et les fantasmes. Le bon petit propagateur d'infox et de thèses flirtant avec le complotisme, mais toujours bien planqué derrière son écran. Avec le blocus, Laforie avait désormais le privilège d'être le seul journaliste présent sur l'île. Et depuis quelques heures, il avait mis à profit sa situation. Il était intervenu en duplex au journal télévisé de France 2, et on avait vu sa photo sur toutes les chaînes info. Quel petit trou du cul! Lorsque le profil du journaliste s'afficha sur mon écran, Audibert se mit à l'agonir d'injures. Hier, aux 20h, Laforie avait réussi à insinuer à la fois que les habitants de l'île cachaient tous des secrets honteux derrière les hauts murs de leur villa luxueuse et que la loi du silence ne serait jamais enfreinte ici parce que les Gallinari, véritables Corleone, régnaient par la peur et l'argent. En continuant comme ça, Laurent Laforie n'allait pas tarder à devenir la bête noire de Beaumont. La médiatisation de l'île dans un contexte aussi glauque était durement ressentie par les résidents, tant la recherche de discrétion était depuis des années ancrée dans leur gène. Sur Twitter, le type aggravait encore son cas en publiant des tuyaux, apparemment fiables ceux-là, que devaient lui refiler des flics ou des hommes de loi. J'étais contre ce principe qui, sous couvert d'information, polluait la confidentialité des investigations, mais j'étais aussi suffisamment curieux pour mettre momentanément mon indignation entre parenthèses. Le dernier tweet de Laforie remontait à moins d'une demi-heure. Il s'agissait d'un lien hypertexte renvoyant à son blog. Je cliquais pour accéder à l'article qui proposait une synthèse des derniers développements de l'enquête. D'après les infos du journaliste, la victime était toujours en attente d'identification. Bobard ou pas, le papier se terminait par un scoop détonnant. Au moment où la malheureuse avait été clouée au tronc du gigantesque eucalyptus, son corps était congelé. De fait, il n'était donc pas impossible que sa mort remonte à plusieurs semaines. Je dus lire la phrase une seconde fois pour être certain de bien en comprendre le sens. Audibert, qui s'était levé pour parcourir l'article par-dessus mon épaule, se laissa tomber sur sa chaise, accablé. Alors que Beaumont s'éveillait, l'île venait de basculer dans une autre réalité. 2. Nathan Falls s'était réveillé d'humeur joyeuse, ce qui ne lui était plus arrivé depuis longtemps. Il avait dormi tard, puis avait pris son temps pour petit déjeuner. Il était resté ensuite une bonne heure sur sa terrasse, à fumer des cigarettes en écoutant de vieux vinyles de Glenn Gould. Au 5e morceau, il se demanda presque à voix haute d'où lui venait cette allégresse. Il résista un moment, avant d'admettre que la seule chose qui pouvait expliquer son état d'esprit était le souvenir de Mathilde Monet. Il flottait dans l'air un peu de sa présence. Un rayonnement, une poésie lumineuse, une touche de parfum. Quelque chose de fugitif et d'insaisissable qui allait s'évaporer bientôt, il le savait, mais qu'il voulait savourer jusqu'à la dernière goutte. Vers 11h, son humeur commença à changer. À la légèreté du réveil, succéda la prise de conscience qu'il ne reverrait sans doute jamais Mathilde. La prise de conscience que, quoi qu'il en dise, sa solitude pouvait parfois lui peser. Puis, vers midi, il décida de cesser ses enfantillages, ses emballements adolescents, et de se féliciter au contraire de l'éloignement de cette fille. Il ne devait pas se fissurer. Il n'en avait pas le droit. Il s'autorisa néanmoins à se repasser mentalement le film de leur rencontre. Un point l'avait intrigué. Un détail qui n'en était pas un et qu'il devait vérifier. Il appela Jasper Van Wyck à Manhattan. Après plusieurs sonneries, l'agent littéraire lui répondit d'une voix éteinte. Il n'était que 6 heures du matin à New York, et Jasper était toujours au fond de son lit. Falls lui demanda d'abord de faire des recherches sur les articles que Mathilde Monet avait écrits ces dernières années dans Le Temps. Tu cherches quoi, au juste? Je sais pas. Tout ce que tu dégoteras, qui, de près ou de loin, pourrait avoir un rapport avec moi ou avec mes livres. D'accord, mais ça prendra un peu de temps. Autre chose? J'aimerais que tu retrouves la trace de la directrice de la médiathèque de la Maison des Adolescents en 1998. C'est quoi? Une structure médicale pour ados qui dépend de l'hôpital Cochin. Tu sais comment elle s'appelle, ta bibliothécaire? Non, je m'en souviens plus.
peux t'y mettre maintenant? D'accord. Je te rappelle dès que j'ai trouvé quelque chose. Fawles raccrocha et rejoignit la cuisine pour se préparer un café. Alors qu'il dégustait son expresso, il essaya de convoquer ses souvenirs. Située près de Port-Royal, la maison des adolescents prenait en charge des patients souffrant notamment de troubles alimentaires, de dépression, de phobie scolaire, d'anxiété. Certains y étaient hospitalisés à temps complet, d'autres en hôpital de jour. Fawles y était allé 2 ou 3 fois pour des interventions à destination des patients, dont la plupart étaient des patientes. Une conférence, un jeu de questions-réponses, ainsi que l'animation d'un petit atelier d'écriture. Il ne se souvenait plus des prénoms ni des visages, mais d'une impression d'ensemble très positive. Des lectrices attentives, une discussion enrichissante et des questions qui souvent touchaient juste. Il terminait sa tasse lorsque le téléphone sonna. Jasper n'avait pas traîné. Grâce à LinkedIn, j'ai trouvé facilement la directrice de la médiathèque. Elle s'appelle Sabina Benoît. C'est ça, je m'en souviens à présent. Elle est restée à la maison des adolescents jusqu'en 2012. Depuis, elle travaille en province dans le réseau Bibliothèque pour tous. D'après les dernières infos disponibles en ligne, elle se trouve actuellement en Dordogne, dans la ville de Trélissac. Tu veux un numéro? Fawles nota les coordonnées et appela Sabina Benoît dans la foulée. La bibliothécaire fut aussi surprise que ravie d'entendre sa voix au téléphone. Fawles se souvenait de son allure plus que de son visage. Une grande brune dynamique aux cheveux courts et à la cordialité contagieuse. Il l'avait rencontrée au Salon du Livre de Paris, et il s'était laissé convaincre par sa proposition de venir parler d'écriture à ses patientes. « Je suis en train d'écrire mes mémoires, » commença-t-il. « Et j'aurais besoin d'un... » Vos mémoires? Vous pensez vraiment que je vais vous croire, Nathan? Le coupa-t-elle en riant. Après tout, mieux valait la franchise. Je cherche des informations sur une patiente de la maison des adolescents. Une jeune fille qui aurait assisté à l'une de mes conférences. Une certaine Mathilde Monet. Ça ne me dit rien, Répondit Sabina après un instant de réflexion.